Donc bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Desarts, donc je représente Deloitte, je suis le directeur marketing pour Deloitte en France, pour toutes les activités de Deloitte. Mon travail de jour, c'est de m'occuper du marché du conseil et de l'audit. Et mon travail de nuit, c'est ma passion, c'est les architectures décentralisées. À l'origine, je suis un ingénieur, je suis un peu un geek, et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on a affaire là à une évolution technologique qui est à la portée de ce qu'on a connu quand Internet a investi nos vies quotidiennes. On verra bien, on a tendance à surestimer l'avenir proche et à sous-estimer l'avenir plus lointain. Ça va peut-être mettre 10 ans, mais le génie est sorti de la bouteille. Donc, je vais vous passer en revue, donc petite page de pub pour ce qu'on fait. Finalement, chez Deloitte, on est un bon cabinet de conseil dans le monde. Donc finalement, à partir de cette innovation, on essaye de passer de l'idée, de la discussion, du buzz, du hype, à des cas vraiment concrets, applicables dans la vraie vie, y compris dans les contraintes que nous connaissons. Et on sait tous qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est relativement complexe. Et la blockchain arrivant dans cet océan de complexité mondiale va avoir des effets assez importants. Alors, on est organisé en réseau. Vous savez que Deloitte, c'est un réseau décentralisé. Deloitte France est autonome, etc. Chaque member firm est autonome. Donc finalement, on a un peu la décentralisation dans nos gènes. On est très intéressé par les systèmes de gouvernance décentralisés et donc on a 800 personnes dans le monde qui, quelque part, collaborent pour servir des clients et trouver des cas d'usage et les rendre réels. Donc on fait des développements pour développer des solutions viables. Mais on en est au tout début, hein. Il y a encore beaucoup de choses à développer. Je n'irai pas dans le détail dans ma présentation sur des domaines techniques, mais il faut savoir quand même qu'on est au tout début, même si, comme Antoine l'a dit, il y a quand même des fondations solides qui ont été posées. Alors celui-là, vous le reconnaissez, c'est le marteau de Thor, marteau magique, qui a été forgé pour écraser les géants de glace. Où sont les géants de glace? Mais surtout, il y a la problématique du marteau, et la blockchain est un marteau, et donc on a peut-être tendance à croire que tous les problèmes sont des clous. Et donc le premier sujet, c'est déjà d'identifier finalement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut faire, et est-ce que la blockchain est bien la solution? Il y avait une question tout à l'heure dans l'audience, effectivement, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre simplement par des bases de données partagées. L'autre chose, c'est que comme le marteau est la solution à tous les clous, on va essayer de faire un truc compliqué alors qu'on pourrait faire plus simple. Donc là, il y a vraiment ce travail préalable d'identification finalement du sujet et voir si on est en train de faire une usine à gaz, si on est en train de pomper finalement. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour le pump and dump, qui est une stratégie des bitcoiners pour faire monter le coût du bitcoin. Et donc, il y a des shadocks dans le bitcoin, il faut le savoir. Mais si vous préférez creuser au lieu de pomper, vous avez quelques papiers qu'on a écrits qui sont tout à fait accessibles pour des gens qui ne sont pas des experts et qui parlent des usages et qui vont vous montrer que finalement quasiment tous les domaines de l'économie sont impactés. Donc le premier papier, on l'a fait avec le World Economic Forum l'année dernière. Donc c'est très simple, ça vous montre en fait les différents mécanismes et en quoi une utilisation potentielle de blockchain peut quelque part mettre de l'huile dans les rouages, simplifier les rouages, casser les rouages, inventer de nouveaux rouages. Et là, vous avez une étude plus récente faite par nos collègues anglais. Les Anglais sont très en avance, y compris au niveau gouvernemental, pour identifier de nouveaux services à base de blockchain. Alors l'avertissement, c'est ça. Alors Vlad, c'est un jeune homme qui est en train de faire le moteur de l'avion Ethereum, puisque en fait, dans tout ça, il y a un truc compliqué qui s'appelle le protocole de consensus, finalement. Donc c'est comme le moteur de l'avion. Si le moteur de consensus s'arrête ou se grippe, le système se casse la figure.
Donc là, Ethereum aujourd'hui, le Bitcoin pèse 14 à 16 milliards. Ethereum embarque à peu près 5 à 6 milliards. D'accord? Et lui, il a un peu les chocottes parce qu'il doit changer le moteur de l'avion en vol. Et il voit les types investir comme des fous parce que le coin Ethereum l'année dernière, il valait à peu près 7 euros. Et là, il est à 45. Vous voyez? Donc lui, il se dit, ouïe aïe aïe, si je me plante, ça va faire mal. Donc il a prévenu tout le monde est prévenu. Une fois que j'ai dit ça, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de quelques domaines, quelques secteurs économiques. Vous voyez que, en fait, il y en a beaucoup parce qu'on peut faire plein de choses. Donc, medical record, R&D, chain of custody, ça veut dire comment dire, immobilisé un bien, par exemple, cantonné un bien en garantie, par exemple. Tout ce qui est clearing and settlement, la supply chain, automatisation des impôts. On est les champions, hein, on pourrait faire un truc là-dessus. Ce serait KYC et lutte anti-blanchiment, lutter contre le blanchiment de façon automatique. Il peut y avoir des applications utiles dans le commerce. Donc voilà, il y a 10 000 applications. Alors on a fait un examen des différents secteurs économiques, ça date déjà de mai 2016. Donc c'est déjà un peu... voilà, ça a changé quoi. Mais ça nous a permis de voir en fait quels sont les secteurs ici qui sont en démarche d'adoption rapide des technologies et quel est le potentiel de transformation qu'offrent les technologies blockchain par rapport au secteur. Donc vous voyez que Media and Entertainment, c'est quand même il y a un bon niveau d'adoption, mais pas aussi monstrueux que la banque, d'accord? Mais en termes de potentiel de transformation, c'est monstrueux. Ok? Bon, après on peut venir, il y a toute l'analyse, je vous passe ça parce que j'ai pas le temps, mais si vous voulez, je peux vous faire la présentation en détail ultérieurement. Voilà. Je vais vous parler d'abord des services financiers parce que ce sont vraiment les premiers services. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux de contrôle. Déjà, dans toute la finance de marché, ce qu'on appelle les opérations post-marché aujourd'hui. Vous me dites, Benoît? Pardon. Ah, pardon. Je suis pas au bon endroit. Ça va mieux là? Voilà. Donc, les opérations post-marché sont des opérations lourdes et coûteuses. Donc, en fait, c'est toutes les chambres de compensation, les dépositaires de titres. Vous savez que dès que vous faites des opérations sur des titres, derrière, vous avez toute une mécanique qui se met en marche, qui prend un certain temps, qui est lourde et qui est réglementaire, c'est-à-dire où chacun des acteurs doit prouver qu'il a bien fait ce qu'il était censé faire. Donc ça peut être des émissions de titres, vous voulez émettre des actions, vous voulez émettre des obligations, des bons. Tout ça peut être enregistré et géré par rapport à des blockchains plutôt privées dans ce cas-là. Dans la banque commerciale, vous avez aussi beaucoup d'applications. La première application, c'est de savoir avec qui vous allez faire du commerce et de pouvoir l'identifier, savoir s'il est habilité à le faire. Donc, par exemple, nous, on audite beaucoup de nos clients sur les matrices de délégation. Qui peut engager une entité juridique sur quel type de contrat, vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous pouvez faire des cantonnements en disant bah, la somme, elle est là, elle est... Donc ça, c'est un peu le super notaire mondial. La somme est là, elle sera débloquée quand la marchandise sera là et qu'elle sera réputée livrée en bonne condition. Vous pouvez faire de l'assurance immédiate. Vous avez vu, Antoine vous a proposé un système d'assurance, mais vous avez plein d'assurances différentes. Donc la banque de détail, évidemment, vous connaissez le compte nickel, etc. On peut imaginer demain d'avoir une banque sans une banque, mais vraiment sans une banque, c'est-à-dire où c'est du pair à pair banquier, sauf qu'il y aura un problème réglementaire. Il faudrait qu'une autorité accepte ça et ce serait compliqué.
De la gestion d'actifs. Donc nous, on a par exemple travaillé sur les sujets de distribution de fonds. Il y a un problème sur la façon dont on distribue des fonds parce qu'il y a un encadrement réglementaire et il faut pouvoir gérer ça de façon simple. Et on a fait une maquette là-dessus, par exemple. La micro-assurance, un événement, une assurance, une micro-assurance, vous en avez besoin, vous le payez au moment où vous en avez besoin et vous cessez de le payer quand vous êtes sorti de la zone danger. La réassurance, donc là, c'est les réassureurs mondiaux qui réassurent en général des risques de façon relativement partagée. Et donc, si un sinistre survient, le temps de résolution et de remboursement est critique. Vous le voyez bien quand il y a des désastres majeurs. Et pouvoir automatiser cette partie-là tout en sachant tracer qui a expertisé quoi, à quel niveau et quand, etc., est absolument fondamental et c'est au niveau mondial. Alors, ce qui est important là-dessus, c'est de comprendre que l'enjeu, il est mondial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que winner takes all, de la même façon que, si vous voulez, Google a gagné le marché du search et de la publicité, il y a des gens qui se disent, le premier qui réussit à déployer la plateforme pour l'assurance, le commerce, machin, il va générer une valeur énorme s'il arrive à embarquer des milliards ou des millions de personnes rapidement. Et donc, c'est pour ça que ces types de systèmes attisent beaucoup de convoitises en ce moment, parce qu'il y a des places à prendre. Donc, exemple, alors c'est le ABRA, mais pour le trade, c'est-à-dire le marché international. Donc, en fait, là, vous avez Fluent, Ijro. En fait, c'est simple, vous vendez de la facture. Voilà. Et vous avez un marché qui est beaucoup plus large pour tout type de facture, à court terme, etc. Et ça marche, vous voyez, sur un site, sans dire que finalement, derrière, il y a une blockchain, on ne sait pas quelle blockchain il y a, mais vous vendez vos factures. Ensuite, vous avez le concurrent Talistic qui est en Angleterre, et c'est pareil. Donc, vous voyez, le système des factures mondiales, c'est un truc, ça marche tout de suite, on peut le faire. Il y a des gens qui sont positionnés. Ensuite, vous avez des gens comme Wave et SKU Chain, SKU. Donc ça, c'est des gens qui s'occupent du commerce international. Donc vous voyez, on a parlé des flux financiers, mais finalement, c'est les flux de matière. Et vous savez que finalement, la coordination entre les flux de matière et les flux financiers, c'est un enjeu clair, que ce soit sur la rapidité d'exécution des transactions, que ce soit la réduction de fraude, que ce soit la réduction des vols, des disparitions, des sinistres ou des conflits. Et donc là, vous avez, j'ai cité quelques exemples, mais vous avez des dizaines de startups qui se créent chaque jour dans ce domaine. D'accord ? Alors évidemment, si vous manipulez du container, si vous êtes sur des bateaux, si vous avez des avions, des transporteurs, des palettes, des robots, il faut les identifier. Et donc vous voyez bien qu'il y a un lien très fort entre l'utilisation de ces technologies-là et finalement tous les objets intelligents qui orchestrent ce balai de circulation des biens dans le monde entier. Et donc il faut quelque part intégrer totalement les technologies avec cet Internet des objets. Et donc par exemple, vous avez une des technologies disponibles du marché qui s'appelle IOTA, qui s'est focalisée sur ce domaine des objets connectés et qui vient par exemple de montrer des démonstrateurs avec Bosch sur le régulateur de vitesse. Donc vous avez une preuve cryptographique d'une vitesse. Donc ça vous dit que finalement, alors si vous êtes cynique, pessimiste, vous dites comme ça, tous les véhicules seront contrôlés en temps réel par les assureurs, par les limitations de vitesse finalement, plus besoin de mettre de radar sur la route puisqu'il est dans le compteur. Mais vous pouvez aussi vous dire que c'est un moyen formidable pour contrôler qui faisait quoi, à quel moment, pourquoi, et d'éviter en fait tous ces systèmes de déclaration qu'on connaît tous.
Alors l'autre domaine des objets, c'est l'énergie. Et ça, c'est un domaine qui prend beaucoup en ce moment parce que finalement, l'énergie est en train de se décentraliser. Vous connaissez tous le sujet des microgrids. Donc c'est je deviens producteur de mon énergie, je la partage, je la vends à mon voisin ou j'achète son énergie. Et je veux que tout ça tourne de façon automatique, authentifiée, standardisée. Ce que vous pouvez faire avec ça, et c'est un domaine qui n'est pas souvent évoqué, c'est que vous pouvez tokeniser, c'est-à-dire avoir un système qui crée en fait un jeton qui décrit finalement votre énergie. Alors vous vous dites, ok, bah, tu fais un token, 1 kWh, mais vous pouvez faire mieux que ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire, oui, mais moi je vais produire un certain nombre de tokens avec une certaine, je vais appeler ça une couleur. Donc vous avez différents types de tokens que vous pouvez vendre à différents types de personnes. Mais c'est la même énergie que vous avez produit. Mais l'intérêt du token, c'est que vous pouvez dire, tiens, je vais produire des tokens qui vont être, par exemple, disponibles pour les gens qui ont peu de moyens. Et les gens qui ont peu de moyens, on les a enregistrés comme tels, donc ils sont classifiés, ils ont déclaré qu'ils étaient éligibles pour acheter ces tokens-là, et donc vous pouvez commencer à créer des réseaux avec, je dirais, une tarification, par exemple, qui est modulable en fonction de qui peut consommer. Vous pouvez faire la même chose avec les transports en commun au passage. Donc maintenant, je viens sur le sujet Media and Entertainment. Donc ça, c'est mai 2016. Il y a encore, ça commence. Donc vous voyez, il y a différents types d'applications. Attendez, je me remets dans le champ parce qu'il paraît que sinon, ça ne va pas. Donc, vous avez tout le contenu, toute la publication de contenu, la gestion des droits, licensing, distribution, royalty payment. Donc vous voyez toute la chaîne de valeur finalement quelque part est impactée. Vous voyez qu'il y a un très haut potentiel. Pour l'instant, il y a des barrières faibles et il y a une adoption modérée. Qu'est-ce qu'on attend? C'est mai 2016. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des précurseurs. Vous voyez BitTunes par exemple qui est allé directement, sans demander de permission à personne. Les gars, si vous voulez quelque part diffuser vos œuvres et être payé en Bitcoin, welcome, voilà ma plateforme. Je demande, c'est vous qui fixez le prix, je m'en fiche, etc. Donc c'est un marché qui n'est pas organisé, je suis d'accord, c'est un marché gré à gré où la demande, l'offre, tout ça n'ont pas fixé le prix. Mais c'est le début, c'est un archéo, c'est un proto-marché, disons. Voilà. Et donc vous avez des gens qui font les premières tentatives. Mais en fait, il s'est passé pas mal de choses depuis ce slide. Donc on a parlé d'Ascribe. Donc Ascribe, effectivement, vous déposez votre contenu, c'est simple, c'est facile. Vous avez une traçabilité ensuite. Vous pouvez attribuer le contenu, vous savez exactement où ça va. D'accord ? Et ça marche aujourd'hui, et ça marche depuis, Antoine, c'est 2 ans, Ascribe à peu près. Racheté par Everledger. Bon. Donc là, vous avez les Tecos, .bitcoin, qui, quelque part, vous donnent un système technique. Donc tous les gens qui programment, ils connaissent ces technologies-là. Et donc maintenant, pour se faire son petit système, sa petite appli sympa, c'est hyper simple. C'est vraiment à la portée du premier développeur venu. Donc si vous voulez, la barrière à l'entrée qui est faible, que je vous montrais là, low barriers, ça va venir vite parce qu'il y a beaucoup de monde qui va aller après ce marché. D'accord ? Donc après, vous avez par exemple, donc ça c'est les gens du Jo et d'Imogen qui ont fait en fait un collectif en fait ils essayent de rassembler, de créer une sorte de masse critique de gens qui réfléchissent sur le sujet en se disant mais quel système on va produire, selon quelles règles, avec quelle gouvernance, etc. Vous avez aussi, depuis l'annonce de l'initiative Open Music Initiative, donc qui a pour vocation de créer en fait des API. Donc les API, c'est des trucs de geek, mais c'est pour dire c'est des connecteurs documentés. C'est comme une prise. Vous voulez vous brancher, on vous dit comment est la prise et ce que vous avez quand vous vous branchez dessus.
Et donc là, vous allez régler un certain nombre de problèmes sur comment je décris des droits, comment je décris des choses, comment je décris des contrats, pour que derrière, on sache exactement quelle information arrive, comment elle est traitée et qu'est-ce qu'elle renvoie dans la prise. D'accord ? Alors, je l'ai mentionné parce que on en parlait là avec vous. Moi, un de mes sujets, un de mes dadas, c'est, je me mets toujours dans ce coin-là, je ne sais pas pourquoi, c'est pour me rapprocher de vous, je crois. C'est comment on organise un peu les systèmes complexes. Et la technologie est utile, mais c'est vraiment entre guillemets la couche basse, comme on dit chez les ingénieurs. Et en fait, ce qu'il faut, c'est créer des groupes humains qui ont des intérêts communs avec des incitations pour monter un système et faire qu'il y ait une agrégation d'intérêts autour de ces systèmes et que ça aille vite. Et il y a un type, Harpel, qui appelle ça la Pentalitic Method et qui dit en fait, il faut regrouper des disciplines dans un formalisme créatif pour pouvoir finalement lancer une initiative adoptée largement ouverte, avec un effet réseau qui fait que les choses vont émerger plus vite, plus fort que des initiatives institutionnelles ou individuelles. Et c'est une caractéristique finalement de cet espace un peu blockchain, bitcoin, etc. C'est que vous voyez que les sujets qui émergent bien, c'est les sujets qui sont faits en consortium, qui sont faits avec des gens qui peuvent avoir des intérêts divergents, mais un bien commun à partager, à développer, à protéger. Et c'est exactement la configuration qu'on a avec le monde de la création. Donc vous avez une équipe ici qui se fait fort, ça s'appelle Singular DTV. Elle se fait fort de, par exemple, monter une plateforme totalement décentralisée pour la distribution de contenu vidéo. Voilà. Et c'est des gens qui sont sur Ethereum. Alors, mon dada, c'est que moi, je pense qu'on sous-estime la force des tokens. Pour les matheux qui ont fait un peu de théorie des jeux, vous savez que c'est un moyen d'équilibrer des systèmes dans la théorie des jeux. C'est très utile le token parce que vous pouvez le stocker, vous pouvez le transférer, vous pouvez le comptabiliser. Et tout le monde comprend à peu près la valeur du token. Et alors ce que vous pouvez faire aussi avec le token, c'est en faire une sorte de monnaie de singe. Mais ce qui se passe, c'est que ces monnaies de singe, donc elles sont dans un flou réglementaire incroyable. S'il y a des gens qui veulent les acheter avec de l'argent, aujourd'hui ça se passe sur le réseau, en dehors de toute réglementation. Donc il y aura des scandales, il y aura vraiment des vrais sujets. Cette année, tous les gens qui ont inventé des tokens pour leur plateforme ont levé des fonds. Donc en fait, avec ce système-là, ils se sont passés directement des venture capitalistes, etc. Ils ont dit non, mais nous, on va vous sortir 1 milliard de tokens, ça vaut 1 centime le token, mise à prix, date d'ouverture, boum. Et cette année, ce qu'on appelle les Initial Coin Offerings, les ICO, par opposition aux IPO, Initial Public Offering, qui sont les entrées en bourse des sociétés cotées, où vous vendez des tokens qui sont des actions, en fait. Quelquefois, il y a certaines actions, c'est aussi de la monnaie de singe, hein, d'ailleurs. Mais il y a un prospectus, il y a une réglementation, il y a un exchange, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui regardent que les actions ne sont pas des mensonges. Là, dans les tokens, vous pouvez avoir du n'importe quoi. Cette année, ces tokens-là, ça représente 200 millions de dollars levés. Donc c'est pas beaucoup à l'échelle du monde, mais c'est quand même une somme énorme. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ces offerings, c'est que souvent, en fait, les levées ne durent que un quart d'heure, 2 jours. Donc les types, en fait, mettent le truc à l'encan, utilisent le réseau en disant allez sur YouTube, je vous fais la vente, le YouTube tient lieu de prospectus. Donc pour un régulateur, derrière, il y a des gens dans le monde, on ne sait pas qui achètent ces tokens-là, qui mettent ça dans un wallet, un portefeuille, un petit porte-monnaie, et ensuite, le token est coté sur une place. Donc c'est une bourse virtuelle
Et tous les jours, c'est comme dans la bourse, vous voyez les courbes, il y a des traders qui sont dessus, qui calculent les indicateurs, les machins, les trucs, la liquidité. Voilà. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure sur la fixation des prix, etc., il y a des modèles émergents qui vont sans doute concurrencer un modèle organisé de marché. Et donc la question c'est, est-ce que finalement on se met en concurrence ou est-ce qu'on préempte et on commence à se dire, tiens, il va falloir qu'on réfléchisse. Alors là-dessus, je pensais que j'avais le slide, mais apparemment il s'affiche pas, ou alors je suis passé trop vite. Ouais, donc il s'affiche pas. Excusez-moi, il y a un slide qui a sauté dans ma présentation, qui est Add Exchange. Donc en fait, il y a un segment qui est connexe au domaine du media and entertainment, que vous connaissez tous, c'est la publicité. Et quand vous regardez l'écosystème de la publicité, la chaîne de valeur de la publicité, pardon, je suis encore décalé, ça va vous apercevez qu'il y a les mêmes sujets, beaucoup d'intermédiaires, les annonceurs mettent beaucoup d'argent, au bout il y a une audience qui commence à dire mais arrêtez de m'infliger des trucs que j'ai pas envie de voir, donc on a les bloqueurs, il y a les bots au milieu, il y a la fraude, donc ce secteur qui est adjacent au secteur media and entertainment est directement comment dire, une cible pour simplifier avec de l'innovation. Et donc, si vous avez la combinaison des deux, vous allez avoir des exchanges automatiques qui vont se mettre en place et qui vont permettre de financer des œuvres, de rétribuer les auteurs en termes de distribution, avec des contrats au milieu qui peuvent être des contrats adossés à des annonceurs qui voudront faire du placement de produits ou qui vont. Enfin, voilà, vous allez avoir un écosystème qui va se monter avec des gens qui vont émettre des tokens et finalement, dans le monde de la production, peut-être qu'un jour on fera une levée et on fera un token pour la réalisation de la prochaine super production d'EuropaCorp. Voilà. Donc c'est ce qui risque d'arriver, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, le génie est sorti de la bouteille. Si vous voulez me suivre, je suis sur Twitter. Et puis, j'ai une curation sur Flipboard sur la blockchain où vous retrouvez plein d'articles que j'ai tenté de résumer dans ce speech. Voilà, je vous remercie et je prends les questions avec plaisir. Merci Jean-Baptiste. Donc, comme tout à l'heure, on a du temps pour vos questions. Donc, on vous écoute. Karine, attends, pour s'enregistrer. Bonjour, je suis Karine Riahi. Dans un de vos slides, celui de mai 2016, donc vous avez mis les startups qui se positionnaient, et puis en haut, il n'y avait aucune société importante dans le domaine de musique qui se positionne. Ça intéresse aucun des grands acteurs de l'industrie et du media entertainment, cette histoire de blockchain, c'est trop moderne, trop je sais pas quoi, trop... Alors en 2016, donc nos experts qui ont fait ce sujet-là ont passé leur radar et on a quand même un nombre important de consultants qui sont à Hollywood, hein, vous le savez, et nulle part sur le radar. D'accord ? Nulle part. On pense que ça va changer très très vite. Là, on voit déjà quelques annonces, des artistes qui s'intéressent, bon, mais le secteur en lui-même, en tout cas de façon officielle, n'a pas encore bougé, en tout cas sur ce radar-là. Et vous savez pourquoi ? Alors Karine, en fait, sur la table ronde, on a Xavier Costaz de la SACEM, donc sur la partie très bien. musique, on peut déjà lui donner le micro s'il veut, mais en tout cas, dans la table ronde, ça sera abordé. Et ils nous ont fait la gentillesse de venir sur la table ronde. Et il y a ensuite d'autres gestionnaires de sociétés de gestion de droits qui sont aussi dans la salle, qui pourront répondre.
si ça peut rassurer un peu, hein, par exemple l'initiative OMI, hein, la SACEM en fait partie, elle est avec YouTube, Spotify, d'autres sociétés de gestion collective, des personnes de la technologie, etc. Donc oui, on s'y intéresse, et puis je vous raconterai un peu plus ce qu'on a fait aussi très concrètement en association avec la PRS, la SCAP, sur ce sujet. C'est pour ça que je disais qu'en mai 2016, le truc n'avait pas encore eu lieu. Votre annonce, elle date de... Semaine dernière ou 2 semaines Semaine dernière, mais il y a eu des infos précurseurs vers le novembre, je crois, enfin de mémoire. On a rejoint OMI, milieu de l'année dernière. Juillet, juin, juillet. Pas d'autres questions? Soyez pas timide. Bon. À votre disposition. Merci Jean-Baptiste.